Vous écoutez l'affaire Clearstream, 9e partie. Le 1er janvier 2004, sur les quais de Seine, un homme marche en silence. C'est Jean-Louis Gergorin. Depuis des semaines, il a en tête tout ce qu'Imad Laoud lui raconte. Le supposé réseau de corruption qui mêle hommes politiques, industriels, mafieux, hommes du renseignement. Que faire d'un tel fardeau ? Justement, sa promenade le conduit sous les fenêtres d'un lieu qu'il connaît bien, le Quai d'Orsay. Donc le 1er janvier 2004, j'ai eu l'idée de passer voir Dominique de Villepin. Je savais qu'il était à Paris, et donc s'il me dit s'il est à Paris, il est à son bureau. Donc, si vous voulez, moi je suis passé comme ça en me baladant, mais vraiment sans aucune idée, sans téléphoner, etc. J'ai tenté ma chance. Je suis arrivé au Quai d'Orsay. Moi, il se trouve qu'au Quai d'Orsay, j'ai été dans des fonctions de direction pendant 11 ans. Je suis rentré, je connais tout le monde. Le ministre était là, il était, je me souviens, en pull, vous savez comment on le connaît, décontracté, dans son bureau. Et donc, on se parle, on se congratule. On parle de l'Irak, on parle de la relation avec les États-Unis, on parle de Jean-Luc Lagardère, du choc de sa disparition, etc. Donc on parle comme ça de choses et d'autres, et puis, comme je l'ai raconté, à un certain moment je ressens, et même encore maintenant je le ressens, c'est venu presque du ventre, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, une espèce d'angoisse. Parce que j'avais quand même cette préoccupation. Et puis je me suis lâché, je me suis lancé, je lui ai dit, écoute, il y a une histoire extraordinaire, je me souviens toujours que j'ai commencé comme ça, qui m'est arrivée avec notre ami Rondeau, parce qu'il connaissait très très bien Rondeau. Et je lui raconte, en gros, la genèse de l'affaire. Voilà. Et il m'écoute attentivement. J'explique qu'Imad Laoud a trouvé un réseau impliquant plus de 200 comptes. À l'époque, il y avait déjà plus de 60 noms, ils avaient encore augmenté. Vous avez cité les noms, les principaux noms J'ai cité, bien sûr, je veux dire, j'ai cité, pas tous les noms, mais des noms. Politiques. Des politiques, des gens de Langue-la-Guette, des industriels, bien sûr. Ouais. Puis il me répond qu'il est très intéressé, que ça correspond bien à ce qu'il a toujours su sur le blanchiment, sur les circuits financiers occultes. Est-ce que le 1er janvier, le nom de Sarkozy était arrivé dans la discussion, d'une façon ou d'une autre ? Écoutez, moi, je n'ai pas de souvenir précis. J'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a posées sur cette rencontre du 1er janvier que les magistrats instructeurs m'ont posée. Je crois qu'il faut comprendre sa non-réponse. Pierre Péon, journaliste. Par le fait qu'il voulait être totalement en harmonie avec ce qu'il a déjà déclaré lors de l'instruction aux uns et aux autres. Or, il n'a jamais été interrogé sur cette affaire. Donc, il n'a jamais rien dit. Et donc, il ne veut pas être en contradiction, manifestement, avec ses déclarations faites à la justice. Or, c'est effectivement le 1er janvier que le nom de Sarkozy est arrivé pour la première fois dans la discussion. Et, in fine, le Dominique de Villepin me dit « Écoute, fais-moi une petite note qui explique un peu qu'est-ce que c'est que ce système Clearstream, et de deux choses l'une. Où j'obtiens le feu vert de Jacques Chirac, ce que je souhaite, et je convoque début janvier une réunion avec Rondeau et toi. Soit le président de la République considère que c'est à la défense de poursuivre seul son enquête, et je m'en mêle plus, et tu continues avec Rondeau. Et tu n'entendras pas parler de moi. Et on se quitte là-dessus. Donc je ne suis pas capable du tout d'écrire seul une note sur Clearstream. Et donc je décide d'informer Imad Laoud. Et c'est là que je fais certainement une faute par rapport à toutes les règles du renseignement. Je lui ai raconté totalement, intégralement, mon entrevue avec Dominique de Villepin. C'est pas rien d'avoir à faire une note pour le président de la République. C'est ça qu'on a fait. Cette note, censée être transmise à Jacques Chirac pour instruction, signe très officiellement l'entrée du sommet du pouvoir exécutif dans l'affaire Clearstream. Dans sa première partie, la note décrit le fonctionnement de la chambre de compensation, tel que Denis Robert l'avait révélé dans ses livres quelques années plus tôt. Clearstream est une chambre de compensation qui sert à la fois de facteur qui transporte l'argent ou les valeurs mobilières quand ils changent de main, et également de notaire de ces opérations dont elle conserve soigneusement la trace pour ses clients en cas de contestation. Totalement opaque, pratiquant des méthodes très contestables, Clearstream a avoué en janvier et février 2001
2 erreurs comptables pour un montant total de 1,7 trillion d'euros, sans que personne ne s'en émeuve. Historiquement, la liste des clients est transparente. Elle est publiée dans un annuaire édité par Clearstream. Il s'agit de ce que l'on appelle comptes publiés. Au début des années 80, la direction a accepté de créer des comptes non publiés. La liste des comptes non publiés n'est accessible que par une procédure informatique connue seulement du président. Dans cette note, Jean-Louis Gergorin et Imad Laoud ne citent aucun nom, aucun numéro de compte. Ils concluent ainsi. Bien que ces documents ne constituent pas des preuves au sens judiciaire, il s'agit de preuves absolues, dans la mesure où elles ont été extraites du serveur d'archives de la Chambre de compensation. Néanmoins, leur divulgation serait catastrophique, car elle nous priverait d'un instrument de renseignement en temps réel d'une valeur considérable. Entre le moment où on avait rédigé cette note et la réunion, Imad Laoud m'avait, mais pour vous dire, ça m'avait très peu marqué, mentionné le fait que sa source à Bruxelles, sa source à Luxembourg, je veux dire chez Clearstream, avait entendu parler d'un compte couplé. Alors, compte couplé, c'était très précis dans l'esprit de Laoud, ça veut dire d'un ensemble formé d'un compte à Clearstream et d'un compte dans une banque, au nom de Boxa Sarkozy. C'était une information orale, qu'il n'était dans aucun listing qu'il avait vu, etc., mais que sa source avait dit qu'un tel compte existait. En évoquant l'existence d'un soi-disant compte au nom de Boxa Sarkozy, Laoud, l'ancien trader, prépare la phase la plus spectaculaire de son imposture. Ce nom-là va forcément éveiller la curiosité de Dominique de Villepin. Le 9 janvier 2004, Jean-Louis Gergorin est convoqué au Quai d'Orsay. Cette fois, il apporte avec lui des documents qui lui brûlent les doigts. Les documents que Laoud lui transmet depuis des mois. Ces faux documents que Laoud a toujours démenti avoir falsifiés et qui démontreraient l'existence d'un gigantesque réseau de corruption. Dans le bureau de Dominique de Villepin, un troisième homme est déjà là, le général Rondeau. Mais vous avez deux exposés qui s'entremêlent. Il y a un exposé métapolitique, en quelque sorte, de Dominique de Villepin, qui, à partir de cette opération, de cette affaire sur laquelle il y a les instructions du président de la République, ce qu'il va dire dès le début de l'entretien. Et puis vous avez un exposé de Jean-Louis Gergorin qui essaye d'expliquer l'affaire, et qui tient sa liste à la main, et qui dit il y a tel ou tel réseau, on peut se poser des questions là-dessus, et qui est interrompu par Dominique de Villepin qui fait des grands dégagements planétaires, si vous voulez. Et puis Rondeau qui intervient, soit pour demander des précisions, soit pour revenir au sujet sur lequel lui a des compétences ou des commentaires, notamment concernant les personnels et services de renseignement. Voilà un peu ce que c'est que la réunion si vous voulez, du 9 janvier. Mais quelle que soit la réalité de ce qui s'est passé pendant cette réunion du 9 janvier, c'est au fond, il n'y a qu'un seul mot qui va faire que ça va devenir une affaire quelques mois plus tard, c'est le nom de Sarkozy. S'il n'y a pas Sarko, il n'y a plus d'affaire en réalité. Non, il est clair que ce qui est apparu dans la réunion du 9 janvier, c'est que Nicolas Sarkozy était la préoccupation politique principale et fondamentale de Dominique de Villepin. Qui, dans la réunion, prononce pour la première fois le nom de Sarkozy? Est-ce que c'est vous? Effectivement, cette réunion, celui qui a prononcé, ça j'en suis certain, le premier, le nom de Sarkozy, c'est évidemment Dominique de Villepin. Mais dans un contexte politique. Moi, je me souviens lors du procès, Vanessa Ratignier, journaliste. Villepin, sur cette question-là, disait, mais moi, finalement, pendant la réunion, je répondais au téléphone, je rentrais, je sortais, peut-être que ça a été évoqué. C'est pas crédible qu'on puisse... Quand le nom de la personne qui l'obsède... Pierre Péon, journaliste. Qui l'obsède véritablement, arrive dans une discussion de dire que c'est venu dans un contexte général, ça ne tient pas la route. Donc ce n'est pas possible de dire que ce n'était pas une chose importante. Elle est même au centre de cette réunion du 9 janvier. Ça me semble évident, ça ne peut pas être autrement. Cette obsession de Dominique de Villepin est corroborée par le compte-rendu que le général Rondeau rédige dans ses carnets secrets. Un compte couplé, point d'interrogation. N. Sarkozy, Stéphane Boxa, a précisé.
Mais in fine, Dominique de Villepin a demandé au général Rondeau et à moi-même d'obtenir de Lahoud une sorte de reconstruction historique de l'ensemble de l'arbre des commissions depuis 10 ans en France. Jean-Louis Jacorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. Il fallait trouver toutes les commissions et rétrocommissions, à qui ça a été, etc. L'appât lancé par Imad Lahoud a parfaitement fonctionné. Le ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, le conseiller pour le renseignement du ministère de la Défense, Philippe Rondeau, et Jean-Louis Gergorin attendent qu'Imad Lahoud dresse le dossier d'accusation contre l'élite politique et industrielle française. Ils semblent agir au nom du président de la République. Dominique de Villepin l'a toujours démenti. Reste que, par son imposture, Lahoud s'est hissé au sommet des désirs les plus fous du pouvoir. C'est un système où Lahoud voit beaucoup Rondeau, me voit, je vois Villepin. Villepin et Rondeau ne se voient pas. C'est comme un billard, si vous voulez. Jean-Louis Gergorin en parle à Rondeau, Rondeau m'en parle. J'en reparle à Gergorin, je parle à Rondeau, Rondeau en parle à Gergorin et il m'en reparle. Imad Lahoud, homme d'affaires accusé au sein de l'affaire Clearstream. Et puis ensuite, il y avait un autre circuit, c'est Gergorin, Rondeau, Rondeau, Villepin, Villepin, Gergorin, etc. Et Villepin rencontre certainement le président de la République. Je ne sais pas du tout ce qui se passe entre Michel Alliot-Marie, le président de la République. C'est un système un peu compliqué. Ne reste plus maintenant qu'à nourrir les fantasmes de chacun, avec des preuves solides. En l'occurrence, des listings censés sortir tout droit d'un piratage des ordinateurs de la chambre de compensation Clearstream. À partir de fin janvier, on a eu l'information brute, c'est-à-dire des transactions avec leurs 34 paramètres, dont le numéro d'identification, la date, etc. Et c'est là qu'apparaissent les deux charmantes Laetitia Casta et Alizée. Enfin, on retrouve comme ça toutes sortes des personnages les plus divers. Et il y a un conte qui n'est pas nommé. Alors c'est très très subtil. Il y a un conte qui apparaît, ça s'appelle BPB Or. Alors BPB pour Banque Populaire de Bergame, ça Lahoud l'explique, Or HOR. Et là, Lahoud, quand il donne ce compte qui apparaît dans les transactions, nous dit c'est un réseau différent. Et qui était M. Or, à qui était l'ayant droit de ce compte? Le short name, le nom raccourci du compte BPB Or était Hortbry, H-O-R-T-B-R-I. Et alors évidemment, Lahoud a dit c'est très vraisemblablement, je vais vérifier, puis évidemment après vérifier, c'est Brice Hortefeux. En quoi est-ce que l'apparition d'Hortefeux dans ces listings-là, si tu veux, Vanessa Ratignier, journaliste. c'est pour Ça me Dominique semble de évident. Villepin un appât qui se consolide Ça me encore semble plus. évident, mais c'est bien sûr. Mais c'est bien Mais ça- sûr. À l'époque, C'est- Hortefeux, pour Sarkozy, c'est quel est le rôle qu'il occupait avec Sarkozy? Sachant qu'à l'époque, Brice Hortefeux est le plus proche, plus important collaborateur de Sarkozy. Pierre Péan, journaliste. Son arrivée, c'est Eureka. Hein, c'est ultra simple comme mécanique et que l'autre a compris, Imad Lahoud a compris tout de suite. Il connaît suffisamment la vie politique française pour savoir que Brice Hortefeux est l'homme de confiance par excellence de Nicolas Sarkozy. Mettre son nom, c'est ferrer le système. C'est faire en sorte de rendre totalement crédible l'arrivée du nom Sarkozy. Quelques semaines plus tard, Imad Lahoud produit un nouveau document bancaire, dans lequel apparaissent des éléments du nom complet de Nicolas Sarkozy, qui est Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagiboxa. Rondeau et moi, littéralement simultanément, on a été informés par Imad Lahoud, Jean-Louis Jacorin, ancien diplomate et stratège du groupe Airbus. qui nous a montré un tableau d'une quinzaine de comptes avec des dates de création, d'origine, des noms abrégés, etc. Dont celui de Brice Hortefeux, mais également toute une série de comptes localisés dans la ville de Sondrio en Italie. 2 d'entre eux au nom de fameux Paul de Neggi, Stéphane de Boccia, sans indication de banque, et 4 d'entre eux, ou 4 ou 6, je ne me souviens plus d'entre eux,
se référant à la Banca Popolare di Sondrio. Imad Laoud pousse le plaisir jusqu'à dater l'ouverture des faux comptes, faisant référence à Nicolas Sarkozy sous les noms de Stéphane Boxa et Paul de Nagy. Une ouverture datée du 31 octobre 1994, date qui, comme vous allez le comprendre, va paraître d'une logique implacable à Dominique de Villepin. Cette date n'est pas anodine. Elle renvoie à une époque politique particulièrement violente, l'époque de la guerre des droites. Souvenez-vous. En 1993, la gauche perd les législatives et François Mitterrand va devoir subir un gouvernement de cohabitation. Cette histoire-là, c'est une histoire absolument magnifique du point de vue journalistique, parce qu'on est dans le roman, dans le romanesque, et j'irais même mieux dans le Shakespeare, parce que là, il y a une histoire extrêmement forte, violente, avec de la trahison. Franz-Olivier Gisbert, directeur du Point. C'est Jacques Chirac qui décide de ne pas aller à Matignon parce qu'il pense que c'est pas, disons, une bonne façon d'accéder après à l'Élysée. Il pense que le poste de Premier ministre risque de l'abîmer, et il décide donc de ne pas cohabiter cette fois-ci avec François Mitterrand et d'envoyer un homme sûr. Édouard Balladur, il fallait voir, c'était le type qui portait les dossiers derrière. Et puis Édouard allait me chercher le dossier, là, vous savez, le dossier, il est arrivé comme ça, il était un peu courbé toujours, puis vous avez un petit peu susurrant, un petit peu ce petit côté mielleux qu'il a volontiers, Balladur. Donc il l'envoie à sa place, et là, le jour même où il devient Premier ministre par la grâce de Chirac, Édouard Balladur décide de ne pas respecter le pacte. C'est la trahison. C'est une trahison, c'est complètement dingue, c'est énorme. Il allait à Matignon, en fait, pour aller à l'Élysée. Ça a été tellement violent en 1994. C'était tellement dur par des gens très proches qui avaient dîné ensemble avant, je dirais pas tous les soirs, mais tout le temps, qui partageaient tous les secrets. C'était une bande, faut pas oublier. Les gaullistes, comme on disait à l'époque, ils chassent en bande. Ils n'ont pas de secret les uns pour les autres, ils se disent tout. Et il partait à son propre compte, avec tous les potes de Chirac, qui se retrouvait là, tout seul, à l'hôtel de ville, comme une âme en peine, qui faisait le tour de son grand bureau, seul. Il y avait quelque chose de pathétique. Et donc, en 1994, c'est-à-dire un an après l'arrivée au pouvoir d'Édouard Balladur, il y a deux personnages clés, sous Édouard Balladur d'une part et Jacques Chirac d'autre part. C'est l'émergence de Nicolas Sarkozy et de Dominique de Villepin. Derrière cette haine bien connue se cacherait la clé de cette histoire. Le camp des Balladuriens semble devoir se constituer un trésor de guerre pour financer la campagne. Or, ils n'ont pas accès à l'argent du RPR, contrôlé par les Chiraciens. La seule chose qu'ils maîtrisent, c'est le pouvoir exécutif. Avec François Léotard au ministère de la Défense, Charles Pasqua à l'Intérieur et Nicolas Sarkozy au budget. Un ministre dont le directeur de cabinet à Bercy s'appelle Brice Hortefeux. Donc la droite va être totalement déchirée, divisée en deux camps, balladuriens, chiraciens. Fabrice Lhomme, journaliste au Monde. C'est dans ce contexte, on va dire, très particulier qu'il y a cette frénésie de signature de contrats par le gouvernement Balladur. Le premier, c'est celui des sous-marins vendus au Pakistan qui s'appelle le contrat Agosta. Fabrice Arfi, journaliste co-responsable du pôle enquête à Mediapart. Pour près d'1 milliard d'euros, 826 millions d'euros précisément. Puis l'autre, c'est un contrat qui s'appelle Sawari 2, qui concerne la vente de frégates à l'Arabie Saoudite. Alors là, c'est près de 3 milliards d'euros. Alors évidemment, sur le coup, tout le monde se félicite parce que c'est vrai que c'est très bien pour l'industrie de l'armement française, ça fait des emplois, ça fait de l'argent pour la France, tout ça est évidemment formidable, mais il y a sans doute un côté obscur derrière ces contrats, c'est-à-dire est-ce qu'ils n'auraient pas été signés pour dégager de l'argent, ce qu'on appelle des rétrocommissions, pour financer les activités d'Édouard Balladur. Ça va être en tout cas le soupçon des Chiraciens. Et aujourd'hui, se posent de très graves questions quant à des soupçons de financement occulte, de détournement d'argent public, si vous voulez, ponctionné sur ces contrats d'armement pour financer une campagne présidentielle, en l'occurrence celle d'Édouard Balladur. C'est ce qu'on appelle les commissions et les rétrocommissions, qui, d'un point de vue comptable et judiciaire, sont parfaitement illégales au regard du droit français.
Il faut bien comprendre qu'au départ, lors de nos premières révélations, il était apparu qu'il y avait à peu près une dizaine de millions de francs en espèces qui étaient apparus au dernier moment sur les comptes d'Édouard Balladur et que leur justification n'était pas établie. La défense d'Édouard Balladur avait été de dire « mais si, bien sûr, ça correspond aux ventes de t-shirts et de pins et de gadgets dans mes meetings ». Bon, ça laissait dubitatif. Depuis, ça n'a fait que les soupçons n'ont fait que croître parce qu'on s'aperçoit que c'est pas 10 millions de francs en espèces qui sont apparus officiellement sur ces comptes, mais 15 millions, et qu'à ces 15 millions, il faut encore ajouter une somme de 5 millions en espèces qui ont été versées cette fois-ci au black, donc voilà, en parfaite illégalité, à une société de sécurité qui s'occupait de la surveillance des meetings. Toutes les personnes qui s'occupaient de la campagne d'Édouard Balladur ont dit non, c'est pas possible d'avoir ramené des dizaines de millions de francs avec les ventes de t-shirts ou de pins. Ça a rapporté, on va dire, peut-être quelques centaines de milliers de francs. Mais pour le reste, l'origine de ces fonds est plus que suspecte. Vous venez d'écouter l'affaire Clearstream. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Manipulation, une histoire française est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami de Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Yami de Production, réalisée par Jean-Robert Vialet et écrite avec Pierre Péan, Vanessa Ratignier et Christophe Nick. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.